Alors, je vais vous parler en fait des chaussures à crampons utilisées pour les sports collectifs. Alors, qui dit chaussures à crampons pour les sports collectifs, dit sport en plein air. Aujourd'hui, il y a à peu près en Europe une quinzaine de sports collectifs qui utilisent les crampons. Les plus connus sont évidemment le football et le rugby, qui sont aussi les plus anciens puisqu'on trouve ce sport au Moyen-Âge. Les plus récents sont certainement le football américain qui est un dérivé du rugby et du football. Mais il faut savoir que si ces sports sont anciens, la codification sur les chaussures, notamment les crampons, date de la fin du XIXe siècle. Donc on va faire un petit retour en arrière, avec en 1526 Henri VIII qui a commandé des bottes de football. Il voulait se mettre au football, c'était un sport qui était très violent, donc il a banni le football, et donc il a arrêté effectivement ces chaussures à crampons. On passe au XIXe siècle, avec des joueurs de foot et de rugby qui prenaient des chaussures de travail pour jouer au foot et au rugby. Ils inséraient des renforts de métal à l'avant et ils mettaient des clous pour augmenter déjà l'adhérence sur les sols sur lesquels ils jouaient, mais aussi pour taper un peu dans les jambes de leur adversaire et sur les mentons. Évidemment, ça a été codifié en 1845, on a interdit cette pratique, on a demandé effectivement que les crampons soient faits en caoutchouc et en plastique, mais les joueurs continuaient à aiguiser un petit peu leurs crampons. Et du coup, en 1871, on a décidé d'arrêter en fait d'aiguiser ces crampons pour respecter un peu l'éthique du jeu. Les premières chaussures de rugby sont apparues à la fin du XIXe siècle. C'est des chaussures assez hautes, avec 6 crampons, 4 à l'avant et 2 à l'arrière. En 1863, la Fédération anglaise de football a codifié. En fait, il faut savoir que le foot, c'est vraiment le sport qui est planétaire, qui se joue effectivement, qui est le plus populaire. Donc c'est souvent le foot qui a donné l'évolution en fait, des crampons dans le monde du sport, et donc c'est la fédération anglaise qui, en 1863, a interdit ces clous et ces plates de métal, mais aussi ces caoutchoucs durs qu'on avait en fait en dessous. Et donc les chercheurs un petit peu ont trouvé, en 1886, on a créé effectivement les premiers crampons avec le brevet de hélice, mais la commercialisation en fait, de ces crampons s'est fait encore 5 ans après, en 1891, toujours la fédération anglaise de foot qui a autorisé en fait l'utilisation des crampons qui devait faire 1,25 cm de haut et qui devait être impérativement gros. Donc à la suite de ça, il y a une commercialisation des chaussures avec des tiges hautes, très épaisses. Les poids des chaussures faisaient à peu près 500 grammes, voire 1 kg en conditions humides. Puis après, en 1920, des méthodes nouvelles sont arrivées avec des crampons avec des barres à l'avant. C'était des crampons cloués, c'était pas très pratique, c'était dur à changer. Il y a une équipe hongroise qui a eu une mésaventure avec des crampons en liège qui s'abîmaient. Donc on a essayé d'avoir des brevets de réparation de ces crampons en 1920-25, mais ça ne marchait pas très bien, donc on a attendu 53 avec Dacier. Dacier, c'est Adidas, qui a créé des crampons interchangeables. Alors c'est Adidas, ça arrive à la Coupe du Monde de 54, mais il s'avère que ce n'est pas vraiment eux qui ont créé ça, c'est plutôt Riedel, qui est un Américain, qui a créé effectivement quelques années avant les crampons interchangeables, mais c'est Dacier qui a déposé le brevet en 1953. Alors après, il y a plein de marques qui se sont mises sur le marché. La plus connue, pour le rugby, c'est Gilbert, mais on a eu aussi Hummel. Et puis évidemment les frères Dacier, qui étaient à la fois dans l'athlétisme et dans le rugby. L'athlétisme pour les pointes et le rugby pour les crampons. Ils sont un peu disputés après la guerre sur fond de collaboration nazisme. Donc il y en a un qui a créé Puma en 1948, donc c'était Rudolf Dacier, et Adi Dacier qui a créé Adidas un an après. Pipal, en 1930, a créé des spéciales crampons pour la boue dans le domaine du rugby. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un marché qui est complètement saturé, le marché du crampon. Il y a juste 2 grosses marques qui prennent un peu le marché, qui est Adidas, qui a un contrat avec Messi, et puis Nike, évidemment, qui a un contrat avec l'autre, Ronaldo. Ils détiennent à peu près 70% du marché. C'est une technologie qui est en constante évolution. Après, on a qui en dessous? On a Puma, qui travaille avec Griezmann et puis Suarez, les deux du championnat espagnol. Et puis on a quelques marques qui apparaissent, comme Concave, la marque australienne, et puis Joma, qui est une marque qui est très présente en Espagne, et Ambro, qui est effectivement la marque en Grande-Bretagne, qui est une vieille marque, mais qui est encore présente sur le marché. Après, on peut se pencher sur Patrick, alors c'est pas Camping le film, mais c'est Michel Platini qui avait cette marque-là, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Et il y a encore une marque qui s'appelle Pony, qui est une vieille marque, qui était la marque de Paolo Rossi, qui était un joueur de l'équipe d'Italie, et qui est encore présente sur le marché. Voilà, mais en gros, c'est Nike et Adidas qui détiennent l'ensemble du marché. Alors on va faire vite une anatomie de la chaussure, c'est très spécifique suivant les sports, mais en gros vous avez une tige qui est absolument souple, qui doit être souple, donc c'est des cuirs à base de kangourou en synthétique. Le principe c'est d'épouser la forme du pied, ça permet effectivement des meilleures sensations, ça permet un toucher de balle, des déplacements rapides. Pour les piliers en rugby, elle est plutôt montante, et pour le football américain, c'est aussi montante. Le contrefort, il est pas raide, il est rigide et bas, il protège la cheville et l'anthèse calcanéenne, et il permet une totale liberté de la cheville.
La tige antérieure toujours étroite, pareil, pour le même principe. Le système de fermeture qui a été breveté il y a quelques années, il est souvent excentré, ça permet effectivement d'avoir une surface homogène. Il est souvent matelassé, ça protège le coup de pied, et il est différent suivant les postes au rugby. Et enfin, les crampons, c'est très réglementé dans le monde du rugby. Il y a une règle 12 de l'IRB qui précise, c'est intéressant d'aller la voir, elle précise effectivement sur 2 pages comment doit être le crampon dans le monde du rugby, suivant les postes, et puis suivant la chaussure. Alors, à quoi ça sert la crampon? Alors ça sert très simplement, ça ne part pas, a priori. Si ça part. Le crampon, ça sert à quoi? Ça sert évidemment à accrocher le joueur sur le sol. Donc ça permet effectivement d'éviter d'abord les blessures, ça c'est impératif, les joueurs évitent de glisser. Et ça permet aussi d'avoir un geste technique qui est primordial. Comme ça, le joueur effectivement fait des mouvements, des changements qui sont très maîtrisés. Comme on voit sur la photo, là il maîtrise son arrêt et il passe la balle avant de se prendre un petit coup de cravate dans la tête, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc il y a 2 termes essentiels en fait pour les crampons. Le premier terme c'est la traction. La traction c'est l'accroche du pied sur le sol. Donc chaque crampon va créer une traction. Donc la traction dépend de la chaussure, mais la traction dépend aussi du sol sur lequel on joue. Et le deuxième terme qui est important, c'est la rotation. C'est la facilité d'effectuer les mouvements sans retenue sur le sol. Et ça permet effectivement, ces crampons, donc d'accrocher, de permettre des rotations, donc d'aller à droite et à gauche, sans glisser et sans avoir de retenue. Voilà, et il marque l'essai. Parfait. On continue. Alors, on estime que donc, le crampon, c'est l'interface entre la surface du sol et le sportif. Et on estime qu'à peu près sur 1000 heures de jeu, en fait, il y a 50 blessures avec ou sans contact. Souvent, les blessures sont des contusions, ça peut être aussi des entorses de cheville, des traumatismes du genou. Et pour le LCA, c'est souvent en fait, des pathologies qui sont la plupart du temps sans contact. La performance de la chaussure, et par extension celle du sportif, c'est le rapport à la traction, donc l'accroche du pied sur le sol, et la surface sur laquelle on joue. Ça veut dire que c'est impératif que le sportif sache sur quelle surface il va jouer et adapte son crampon par rapport à la surface sur laquelle il est sur le sol. Trop de traction, ça entraîne trop de blessures. Des dessins de crampons qui sont trop sophistiqués, ça a une vraie incidence sur le LCA. Et les chaussures avec des plus grandes résistances au changement de direction, c'est un plus gros risque. Donc en gros, les schémas les plus agressifs présentent une résistance plus élevée à la rotation et donc à la traction. Les enfants, ils n'ont pas besoin de beaucoup de traction parce qu'ils sont moins lourds, donc ils ont besoin de moins de crampons. Les surfaces sont importantes. En Europe, en fait, on a 2 grosses surfaces. On a les surfaces naturelles et les surfaces synthétiques qui ont été agréées par la FIFA en 2000. Donc les surfaces naturelles, elles dépendent effectivement du lieu où on joue, elles dépendent de la période où on joue, entre septembre et avril. Donc c'est plus ou moins gras suivant la période. Et après, il y a 2 types de gazon. Il y a le gazon synthétique à poil court, qui est un vieux gazon synthétique qu'on n'utilise pratiquement plus. Maintenant, celui qu'on utilise, c'est plutôt celui composé de 3 couches, avec du sable et des boules de caoutchouc pour stabiliser le revêtement. Et donc, c'est celui qui est utilisé à l'OL aussi, et puis je crois que c'est celui qui est utilisé au Racing aussi. Donc la propriété de traction, c'est quasiment équivalente sur ce terrain-là, c'est même supérieur au gazon naturel. Donc la chaussure doit vraiment être en adéquation avec le terrain. Il y a 2 petites études qui ont été faites. Une première étude qui a été faite sur des joueurs de football de division moyenne. On a posé des questions, et en fait, il s'avère qu'ils préfèrent quasiment tous la surface synthétique à la surface naturelle. Ils ont juste une petite appréhension sur des risques de blessures dues aux glissades. Et puis sur ces boules de noir qu'on voit effectivement sur les terrains synthétiques, ils ont l'impression que le terrain est un peu en mauvais état, donc ils ont des appréhensions à ce moment-là. Et par contre, ils ont l'impression que c'est plus fatigant sur des terrains synthétiques que naturels. C'est certainement dû au jeu qui est plus rapide. Une autre étude qui a été faite aussi sur 8 lycées sur 5 saisons, sur 240 matchs, 353 blessures. Il y a plus de blessures sur terrain artificiel que sur terrain naturel, mais par rapport au nombre de matchs, c'est quasiment identique, puisque c'est 1,4 pour terrain artificiel, et 1,5 pour terrain artificiel et 1,4 pour terrain naturel. C'est plus de petites blessures sur terrain artificiel, et du coup, c'est moins d'arrêt d'activité. Enfin, les commotions cérébrales sont plus importantes, c'est certainement dû aussi au jeu aérien sur terrain artificiel et plus rapide. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines études prouvent que les forces de résistance au sol sur les rotations sont supérieures sur le terrain synthétique, mais il y a peu d'études qui montrent une grosse différence entre le nombre et la fréquence des blessures entre le terrain naturel et le terrain synthétique. Les terrains synthétiques sont appréciés par tous les joueurs amateurs, par beaucoup de joueurs amateurs, et le type de chaussure influence également ces forces au sol. Donc c'est important que le sportif doit choisir son matériel en fonction du terrain sur lequel il joue. Et pour ça, on a différentes chaussures. Alors, on les connaît à peu près tous. On a les chaussures avec crampons moulés. C'est celle qu'utilisent la plupart des joueurs amateurs. C'est une chaussure qui est assez agréable à porter.
Elle est répandue sur tous les terrains. C'est souvent des terrains secs, synthétiques, mais parfois on peut l'utiliser sur des terrains mouillés. C'est pour ça que c'est une chaussure qui est assez polyvalente. Et donc c'est la genre de chaussure pour souvent les amateurs. La chaussure la plus technique, c'est difficile cette chaussure-là, c'est la chaussure à crampons. Elle est faite en aluminium ou en fer. La taille des crampons dépend effectivement de la fonction nature du terrain. C'est beaucoup utilisé en fait dans les terrains européens entre septembre et avril. C'est très difficile comme chaussure. Les amateurs, moi quand j'ai des patients, ils n'aiment quasiment pas cette chaussure. Ils me disent qu'ils préfèrent les chaussures auparavant. C'est une chaussure qui est assez difficile à porter et c'est vraiment réservé effectivement pour les joueurs professionnels. Après, on a la chaussure spéciale pour les terrains artificiels. C'est une chaussure avec une vingtaine de crampons. Elle est très peu utilisée, elle est assez nouvelle parce que le synthétique est assez nouveau. Elle a des crampons coniques et Nike fait des crampons coniques et creusés pour une meilleure adhérence. Et c'est des crampons qui sont en caoutchouc. Après, vous avez un mix entre la crampon moulée et la crampon vissée. C'est pour les sols durs, il y a un peu plus de crampons. Ils sont un peu plus de petite taille. C'est assez stable et c'est pour prévenir cette pathologie. Et puis en plus, c'est utilisé pour des terrains gelés. On la trouve un peu moins sur le marché, celle-ci. Après, évidemment, celle qui est utilisée pour le foot à 5 en urbain, il y a une traction qui est importante, c'est le petit relief. En fait, c'est celle qu'on voit chez les enfants tout le temps, en permanence. C'est un petit peu la chaussure pour aller à l'école. Et voilà, c'est utilisé. Et enfin, la spéciale, celle-ci qui est très connue, c'est la futsal. En fait, c'est pour utiliser sur des terrains comme le parquet. C'est une technologie qui est un peu moins poussée et ça permet des déplacements vifs et rapides. Alors, on ne peut pas ne pas parler d'autre chose. Un truc qui fait très polémique, c'est ce qu'on appelle les chaussures à semelle avec lamelles crampons laminaires. Johan connaît très bien ça. C'est une chaussure qui a maintenant 20 ans, mais elle est toujours polémique. C'est une chaussure en fait, qui est utilisée dans le monde amateur depuis assez longtemps. 80% des enfants et du football amateur utilisent cette chaussure. Pourquoi ? Parce que c'est une chaussure qui est très belle. En fait, il y a des belles couleurs, jaune, rouge, vert, par rapport au noir et au marron de la Copa. C'est une chaussure qui est très légère, elle fait moins de 200 grammes et même moins de 99 grammes pour l'Adidas. C'est une chaussure qui est très agréable, c'est un chaussant, c'est une assise très stable au niveau du contrefort, et c'est des crampons qui sont en forme de lame. Alors les lames sont à peu près entre 1,5 et 2 cm de long sur à peu près 3-4 mm de large. Voilà, c'est une chaussure qui résiste à l'eau, qui est hydrophobe. Mais voilà, c'est une chaussure qui fait très polémique, même si la FIFA insiste que cette chaussure n'est pas dangereuse, mais elle a été sous le feu des projecteurs il y a quelques années et encore maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle provoque des blessures, donc des blessures comme c'est une lame de rasoir, donc ça coupe vraiment les jambes des joueurs. Il y a Wayne Rooney, le joueur emblématique dans l'équipe d'Angleterre, qui a été suturé avec 10 points de suture. Il a failli perforer son interfémoral. C'est une chaussure en fait qui a priori augmente les blessures du pied, augmente les blessures au niveau des adducteurs qui sont déjà très fréquentes chez les footballeurs et augmente la traumatologie du genou. Donc c'est une chaussure qui a été pas interdite parce que c'est impossible d'interdire à un joueur d'utiliser une chaussure, mais qui a été fortement déconseillée par Ferguson et par Claude Puel. Et on trouve beaucoup de pathologies en fait chez les amateurs avec ce type de chaussure. Alors pourquoi ? Parce que le concept de cette chaussure, c'est de permettre de tourner à grande vitesse dans des espaces restreints. Mais le problème, c'est que cette chaussure en fait s'agrippe au terrain. Il y a effectivement une force de rotation qui est énorme. Il y a un blocage, le report se fait au niveau de la jambe et du membre inférieur. Et à ce moment-là, tout finit par casser. Les ligaments finissent par casser, les fractures de métatarse, entorse de cheville. Et voilà. Et en plus, sur les gazons artificiels, on glisse beaucoup et on entaille les jambes des joueurs. Mais voilà, c'est une chaussure qui n'est pas interdite. Alors, c'est pas interdit pourquoi ? Parce que la FIFA s'est rapprochée du monde du rugby. Et comme le monde du rugby est très strict sur les crampons, et que le monde du rugby a dit il n'y a pas de problème pour nous, puisqu'en fait la chaussure répond aux normes effectivement de taille minimale des crampons, donc pas de problème de rugby, donc pas de problème pour le football américain, pas de problème pour le foot. Donc on continue sur ces chaussures, qui a un petit peu évolué maintenant, qui est hybride, c'est-à-dire que vous avez des lames plus des crampons. Et puis il faut savoir que Nike et donc Adidas représentent 70% des chaussures, et comme il y a une demande des joueurs, et ben donc on fournit une gamme, et puis comme il n'y a pas d'études sur la dangerosité, on continue comme ça. Alors, on peut parler aussi d'une autre type de chaussure qui apparaît depuis 3-4 ans sur le marché, qui est une start-up qui s'appelle Smart Power, qui a créé effectivement des crampons orientables. Donc, c'est des crampons qui, avec une rondelle, permet effectivement de faire pénétrer une meilleure pénétration au sol. Le principe, c'est donc ce crampon. Il y a 3 systèmes. Si vous mettez le crampon vers l'avant, ça crée une meilleure griffe, donc une meilleure accélération. Vers l'arrière, une meilleure poussée, donc pour le rugby. Ça a été utilisé d'abord par le rugby, maintenant c'est utilisé par les footballeurs, notamment par la LS Saint-Etienne, pardon. Et vers l'extérieur, ça permet une meilleure stabilité. Voilà, mais c'est tout nouveau, donc il faut attendre un petit peu voir ce que ça donne.
Et après, il y a d'autres concepts. Il y a aussi un podologue qui est à Marseille, qui a créé une chaussure spécifique avec les critères en fait, spécifiques de drop, comme la chaussure de course à pied. Voilà, il faut voir en fait, il y a de nouveaux concepts qui arrivent, même chez Nike et chez Adidas. Merci.